Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, et bienvenue dans ce 3e épisode de Supplément Geek. Je suis encore une fois super content de vous retrouver dans cette émission, et j'espère que les 2 premières vous ont plu et que celle-ci vous plaira tout autant. Aujourd'hui, on va parler dans cet épisode, dans le Tu sors ou je te sors, de Batman Detective Comics. En manga, on va parler de Noise, et en ciné, on va parler de Tenet, le fameux. Ensuite, dans la boîte de chocolat, on va revenir sur les prochaines sorties comics, manga et ciné. Et enfin, une petite reco des familles bien sympathiques. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous dire merci pour votre soutien. J'espère que cette émission vous plaît vraiment. J'ai eu quelques petits commentaires fort sympathiques. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça me pousse à continuer. Parce que c'est quand même du travail tout ça. Sachant que un vrai travail, j'en ai un qui me prend du temps. Pouvoir me motiver avec tout ça, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Franchement, vous êtes au top. Donc voilà, parce que c'est aussi un peu pour vous que je fais ça, hein. Moi ça me fait plaisir de parler, mais j'espère que ça vous fait plaisir de m'écouter. Et donc en tout cas, les retours que j'ai eus me poussent à croire que oui, et ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Merci beaucoup mes petits geeks et mes petites geekettes. Et du coup on va commencer tout de suite avec le tu sors ou je te sors les potes. Tu sors ou je te sors, mais faut en prendre une décision. Et dans le tu sors ou je te sors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler dans un premier temps de Batman Detective Comics, le tome 3, donc c'est la collection Rebirth de chez Urban Comics. C'est sorti le 21 août. Urban Comics, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les éditeurs français des comics DC. Donc le scénariste Peter Tomasi, connu notamment pour Batman et Robin pendant l'ère Renaissance, donc là on est sur l'ère Rebirth, avant c'était l'ère Renaissance. Il a aussi dessiné le Batman de Grant Morrison. Il y avait toute une série Grant Morrison présente Batman, et au dessin c'était Peter Tomasi. Et en dessinateur de Batman Detective Comics, c'est Doug Mahnke, que j'avais eu l'occasion de découvrir grâce à l'énigme de Red Hood, qui était un comics plutôt sympa. En plus, j'aime bien Red Hood, donc ça tombe bien, il est quand même mieux en Red Hood qu'en Robin. Mais ça, c'est un autre débat, et si vous voulez, on pourra en parler à un autre moment. Pour faire un petit résumé de Batman Detective Comics, le tome 3, donc là, on est avec Victor Fries, alias Mr. Freeze. Il est sur le point de réussir à accomplir ce pourquoi il a consacré sa vie, enfin, en tout cas sa vie de criminel, donc à savoir redonner la vie à sa femme, qui après avoir été diagnostiquée d'un cancer est cryogénisé depuis des années. Donc le tome 3, je vois pas trop le lien entre les histoires des 2 autres tomes. On peut les lire un peu dans le désordre ou en one shot, ce serait pas choquant. Là, dans le premier arc, donc il a rien à voir puisqu'il s'agit d'un affrontement entre Deadshot et Bruce Wayne sur une île un peu perdue. Histoire courte mais pas moins intéressante. Cette histoire, même si on le sait déjà, permet de nous mettre en tête que Bruce Wayne, avant d'être riche et plein de gadgets, c'est surtout un esprit très brillant et que c'est un excellent stratège et c'est un guerrier de dingue. Du coup, voilà, là on a 2 petits chapitres un peu sympas qui nous permettent d'introduire l'histoire avec Mr. Freeze qui suit. On entre dans le vif du sujet par la suite, et la confrontation entre Freeze et Batman. Donc là c'est agréable de voir un peu Victor Fries revenir en bon antagoniste avec les dessins de Mahnke qui permettent une immersion facile et dynamique dans l'aventure. Et Fries, c'est un vilain qui est intéressant je trouve, parce qu'il est animé par l'amour contrairement à d'autres, et l'envie de retrouver sa femme. Donc ça lui donne un côté attachant qui est bien utilisé dans cet épisode, et il n'est pas dénué d'émotion, au contraire c'est même son carburant. La BD manque juste d'un peu de profondeur en fait. Il m'a manqué juste une chose qui me paraît essentielle, c'est de voir Freeze tomber un peu au plus mal, sans spoil, Il devrait pas pouvoir se remettre aussi facilement de ce qui lui arrive dans cet album, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi j'aurais bien aimé avoir quelques pages de plus, où on voit vraiment Victor Fries tomber dans la déchéance, ou se poser vraiment plus de questions. Alors là je veux bien qu'on est dans l'aventure, il faut que ça aille vite, mais quand même, il manque quelque chose. Les dessins sont super cool, je trouve que c'est du bon boulot, puis ça colle plutôt bien au récit en plus, donc sur ça j'ai pas de problème. On finit sur une fin ouverte dans ce comics, donc ça laisse penser qu'on reverra les personnages et que cette aventure c'est juste un début. Une histoire courte clôt cet album, où Bruce Wayne doit enquêter sur une disparition dans un orphelinat dont il est le propriétaire. Faut pas oublier quand même que c'est Bruce Wayne et qu'il est propriétaire de beaucoup de choses, que lui étant orphelin, forcément propriétaire d'un orphelinat, ça semble logique. Et il va faire une petite introspection dans cette petite histoire. Il va devoir faire appel à son côté humain pour avancer. Bon, on n'achète pas ce comics pour cette histoire-là, mais c'est un petit bonus qui est cool à la fin. Vous aurez compris, ce comics
Bon, il est sympa, plaisir de revoir Mr. Freeze, parce qu'on le voit pas beaucoup, Mr. Freeze, finalement. Mon premier souvenir de Mr. Freeze dans Batman, la série animée de 92, où il est plutôt cool avec son home pour rester au frais. Bon, là, il l'a plus dans cet épisode, il a trouvé une solution pour pouvoir vivre sans son espèce de masque, là, on dirait qu'il a la tête dans un aquarium. J'ai surtout le souvenir de Schwarzenegger en Mr. Freeze, qui était vraiment horrible, dans Batman et Robin, avec Uma Thurman, je sais pas si vous vous rappelez, qui faisait Poison Ivy. Batman, c'était George Clooney, enfin voilà. Moi, c'est le premier souvenir que j'ai de Mr. Freeze. Quand je l'avais redécouvert dans les comics des années plus tard, quand je m'intéressais à ce côté-là de Batman, l'essence même de Batman, quoi, le comics, c'est pas le dessin animé. J'avais pris une belle claque, qu'il était quand même assez intéressant. Je trouve qu'on n'utilise pas assez souvent Mr. Freeze, sachant que comme Batman, il a quand même perdu un être cher, et c'est lui pour ça qu'il est méchant, contrairement à Batman qui lui est devenu un gentil, bien qu'il casse des gueules. Je trouvais ça intéressant, ce côté-là. On aurait pu utiliser justement cette partie-là un petit peu plus, ça n'a pas été fait, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même un comics plutôt sympa à lire. Enfin voilà, donc bref, pour la note, on va mettre un 3,5 sur 5. J'aurais aimé juste qu'on parle un peu plus des émotions de Freeze, et qu'on approfondisse son côté humain plutôt que vilain, quitte à avoir 20-30 pages de plus, peut-être un peu moins, peut-être 15 pages, j'ai pris quand même du plaisir à lire. Et je me suis pas ennuyé une seconde, et c'est ça qui est le plus important. On passe au manga, je vais vous parler de Noise, le tome 3. J'en avais déjà parlé de Noise parce que justement c'était dans les sorties que j'attendais dans les épisodes précédents. Bah Noise, ça y est, il est sorti, je l'ai lu, sorti chez Kiyun le 3 septembre, une œuvre de Tetsuya Tsutsui qui avait donc fait Poison City, Manhole et Prophecy. Là c'est la conclusion de Noise, c'est le troisième et c'est le dernier tome de cette série. Ce que j'aime chez Tetsuya, c'est sa capacité à raconter des histoires plutôt courtes parce qu'il fait jamais plus de 3 tomes, mais c'est toujours poignant et il y a une dimension humaine qui est presque exacerbée, quoi. C'est bizarre de dire ça, mais il pousse l'humain dans ses retranchements. C'est pas des super-héros, c'est vraiment des hommes avec des histoires particulières et une dimension humaine liée aux émotions, aux sentiments. Ce que peut faire un homme en tant qu'homme, avec un grand H, pour être des femmes aussi, ne vous méprenez pas. Et là, quand Prophecy parlait de cyberterrorisme, c'était une histoire qui était basée sur les nouvelles technologies, Noise, lui, parle plutôt de quelque chose de plus terre-à-terre, la sauvegarde du bien-être d'un village. Donc on n'est plus en ville, mais on est à la campagne. Et ça, c'est assez nouveau, puisque si vous avez déjà lu les autres œuvres de Tetsuya Tsutsui, on est toujours dans des grandes villes, enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'en ai. Et là du coup on est à la campagne, on est même dans un village, donc ça change vraiment beaucoup, c'est vraiment nouveau. On retrouve quand même quelques ingrédients qui font qu'on apprécie autant le lire, Tetsuya Tsutsui. J'adore dire son prénom et son nom. Tetsuya Tsutsui. Tsutsui. Si vous savez comment le prononcer, dites-le moi, parce que je n'ai aucune idée, mais en tout cas je prends plaisir à dire Tsutsui. Et donc dans ces ingrédients, comme je vous disais, on retrouve la ligne entre le bien et le mal qui est beaucoup plus que fine, presque inexistante. Je pense même qu'on franchit cette ligne, qu'on la repasse, et puis qu'on revient, un peu comme un match de tennis si vous voulez. On retrouve aussi un ingrédient qui marche très bien chez Tetsuya, c'est le côté enquête. Il le maîtrise vraiment à la perfection. Bien que dans cette histoire-là, ça reste assez secondaire, mais ça a quand même une importance assez forte. On ne sait donc jamais si les personnages principaux sont bons ou mauvais chez cet auteur. Ils sont pas des héros en tout cas, ça c'est sûr. Et on voit en chacun l'humanité, dans son côté bon comme dans son côté bien pourri de l'intérieur. Vous voyez, vraiment l'humain, tout ce qu'il est capable de faire, de bon comme de mauvais, de bon pour de mauvaises raisons, de mauvaises pour de bonnes raisons. Vous m'avez compris. Pour refaire un résumé, dans Noise, on est avec Keita, qui est un jeune père de famille qui se bat pour que sa ville ne sombre pas dans la pauvreté. Grâce à son champ de figues d'une qualité exceptionnelle, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille et à redorer le blason de son petit patelin. Jusqu'au jour où il fait la rencontre d'un homme qui veut travailler pour lui, qui s'appelle Mitsuo Suzuki, et dont lui il se méfie, à raison, puisque son ami Jun, ami et voisin, reconnaît cet homme et lui apprend qu'en fait c'est un criminel qui est fraîchement sorti de prison. Ils vont donc devoir prendre quelques décisions assez lourdes avec le soutien d'un jeune policier, le policier de la ville, qui va les aider pour maintenir la paix des habitants du village. Dans le tome 3, on ne peut plus vraiment compter sur l'agent Moria, et j'en dirai pas plus, parce que je vais éviter les fameux spoils. L'inspecteur Atakeyama, plutôt perspicace comme monsieur, et qui enquête sur la disparition de ce Mitsuo Suzuki, le fameux vilain, va devenir un vrai problème. Tout s'accélère un peu dans ce tome. Grâce à ça, on s'éloigne du côté paisible de la vie du village pour rentrer dans une spirale de doute. Ça fout le vertige même. Et ça permet de se mettre à la place des protagonistes, en tout cas de comprendre leurs actions et leurs craintes. Je retiens vraiment le fait qu'on ne sache pas définir si les actions sont bonnes ou pas. On veut pas que Keita et Jun soient inquiétés pour leur sort, mais en même temps, on sait qu'ils sont allés trop loin et que l'inspecteur fait simplement son boulot en fait. Il le fait bien.
Parlons un petit peu dessin, et là c'est encore plus rageant, parce que Tetsuya, non seulement il sait écrire un scénar de ouf, vous l'aurez compris, hein, je l'aime ce Tetsuya, et là il nous prouve aussi qu'il sait dessiner. C'est toujours lui qui fait ses dessins, je crois qu'il n'y a que dans Prophecy The Copycat, donc qui n'est pas le Prophecy que tout le monde connaît, ou en tout cas que je vous invite à connaître, parce que c'est l'œuvre qui l'a fait émerger dans notre pays, à l'international je pense, en tout cas chez les lecteurs de manga. Et donc dans Prophecy Copycat, il est juste scénariste, il n'est pas dessinateur. Mais dans tous les autres, il fait et le scénario et le dessin. Assez dingue parce que il le fait très bien en fait. Mais je pense qu'il comprend comment dessiner, il sait quoi retranscrire. C'est lui qui a imaginé le scénario, donc il sait comment le retranscrire en images. Les traits sont vifs mais fins et ça colle parfaitement avec son style d'écriture. Il a tout pour lui, le bougre. Puis une petite info comme ça, petit bonus, Tsutsui. Tetsuya, il a travaillé avec Kiyun, donc l'éditeur français, qui l'a déniché en fouillant sur internet. Ils sont allés voir sur internet, ils ont trouvé le site Tetsuya Tsutsui. Avant de travailler avec Square Enix au Japon, il a travaillé avec Kiyun. Donc son premier vrai manga, je mets des guillemets, c'est Dead Hunt, et il a été publié en France avant d'être publié au Japon. Et ça, c'est quand même assez dingue, parce que je vois pas d'autres cas similaires de mangas publiés en France avant le Japon, surtout pour un mangaka japonais. Et on s'éloigne un peu du sujet, et faut que je mette ma petite note à Noise. Et pour ce tome, je vais mettre un 4,5 sur 5. Et pour la série, je mettrai un petit 4,75. Ouais, je mets des 25, des quarts et des 3 quarts. Que la fin, elle va un petit peu vite, c'est pour ça que je mets pas un 5. Si vous connaissez pas Tetsuya, courez vite dans une librairie et prenez Reset ou Dead Hunt pour vous familiariser avec son univers. Et si ça vous plaît, après, vous pouvez lire Manhole ou Poison City, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. J'ai adoré tout ce qu'il a fait, moi, donc maintenant je sais qu'à chaque fois qu'il sort quelque chose, je vais l'acheter juste parce que c'est lui. Et je suis jamais déçu. Courez lire du Tetsuya Tsutsui, vous allez m'en dire des nouvelles. Niveau ciné, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Alors j'ai vu beaucoup de choses. Pour préparer cet épisode, j'ai vraiment mis plus de temps, je crois, à choisir de quoi j'allais vous parler qu'à écrire l'épisode. Parce que j'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu du Venom, j'ai lu du Batman, j'ai lu du Spider-Man. D'ailleurs, je voulais vraiment vous parler de Spider-Man de Todd McFarlane. Une belle réédition de chez Panini Comics. Bon, je voulais parler de Batman parce que Batman, c'est mon chouchou. Je l'aime, Batman, il est beau, il est fort. Spider-Man, je l'aime aussi. Todd McFarlane, je l'aime aussi. La réputation n'est plus à faire. Et surtout, l'épisode aurait duré 150 heures, tellement il y a de choses à dire sur Todd McFarlane et sur son Spider-Man, qui pour moi est la meilleure phase de Spider-Man. Phase vraiment beaucoup plus sombre, on connaît tout Spawn, on voit à quel point c'est trash et violent. Et imaginez Spider-Man fait par ce même auteur et dessinateur, parce que lui aussi d'ailleurs, quand il fait Spider-Man, c'est lui qui le dessine. Et ouais, un Spider-Man bien dark, c'est quand même super cool. Et donc du coup j'ai finalement choisi de vous parler de Batman. J'avais lu pas mal de mangas aussi, notamment Transparent 3 par exemple, c'était plutôt cool, j'ai adoré le lire. Toujours ce côté minimaliste qui marche super bien, ça se lit en 15-20 minutes un tome de Transparente, hyper agréable à lire. Moi j'adore ce côté simple, efficace, carré. Ça colle super bien avec les personnages. Bref, Transparent tome 3, j'aurais pu vous en parler aussi plus en profondeur. Et en film, j'avais vu un film en avant-première, puisque j'ai eu l'occasion de voir Adieu les cons de Albert Dupontel, qui est un bon film, qui est un très bon film. Je suis très content d'être allé le voir et quand il sortira le 21 octobre, je vous conseille d'y aller, parce que vous allez prendre plaisir, surtout si vous aimez les films de Dupontel. Surtout que ce qui est cool avec Dupontel, c'est que on peut aller voir des films d'action, on peut aller voir des films d'horreur, des films de comédie, et on peut aller voir des films de Dupontel. Pour moi, c'est un genre à part, c'est un genre à lui tout seul, c'est du Dupontel quoi. J'aurais pu vous parler d'Antebellum, mais je vais pas le faire parce que ça a été une petite déception. C'est pas pourri, mais c'est pas terrible. Bon, c'est un premier film, donc on va pas leur en vouloir, on va pas leur en tenir rigueur, mais c'est vrai que le producteur de Us et Get Out, ça vaut pas Us ou Get Out. J'aurais aussi pu vous parler de Akira, parce que je l'ai revu au cinéma, et ça fait très très plaisir de voir Akira au Cinoche, même si le film est pas récent. Un très bon animé culte, qu'il faut absolument voir, si vous l'avez jamais vu, ou si vous voulez le redécouvrir. Au cinéma, ça prend une autre dimension. Allez-y, courez au Cinoche, c'est au top. Mais je vais quand même vous parler de Tenet. C'est le film du moment. C'est le film qui devait sauver l'industrie du cinéma après cette pandémie du Covid. Donc Tenet, il est sorti le 26 août. C'est un film qui dure 2h30. C'est un bon film d'action et de science-fiction de Christopher Nolan. Toujours chez Warner Bros. Nolan, il a un contrat avec eux. Une fois sur deux, il fait un film de commande. Le film d'après, c'est un film qui lui est propre. C'est avec John David Washington, donc le fils de Denzel, et le héros de Black Landsman. C'est avec Robert Pattinson, le prochain Batou, qui a appris d'ailleurs sur le tournage
qu'il avait le rôle de Batman, donc c'est assez marrant quand on se souvient que Nolan a fait 3 films sur le personnage, hein, et avec Elizabeth Debicki. Bon, je suis pas fan de Nolan, mais je sais quand je vais voir un de ses films, je sais que je devrais passer un moment plutôt cool. J'ai passé un bon moment ciné, quoi. Et Tenet, il déroge pas à la règle, et effectivement, j'ai passé un bon moment. John David, il a hérité d'au moins une chose de son père, c'est le charisme, hein. Il est vraiment agréable à voir. Je vais surveiller ce monsieur parce qu'en 2 films, j'ai pas vu d'autres films avec lui, mais je me suis pris une bonne tarte quand même, hein. Black Landsman, il avait un rôle plutôt cool d'un flic noir qui doit infiltrer le Ku Klux Klan, et avec Adam Driver, film de Spike Lee. Et comme d'autres acteurs, je pense que à partir de là, c'est le genre de mec que je peux suivre, que je sais que je peux aller voir un film parce qu'il est à l'affiche. Ça me le fait surtout avec Joaquin Phoenix et avec Jake Gyllenhaal, où je sais que quand eux ils sont dans un film, généralement j'y vais juste pour voir leurs prestations. Parfois je suis déçu, mais en attendant, ils sont toujours dans leur rôle et ils sont toujours bons. Et si le film me plaît pas, c'est un problème de scénario ou de réalisation. J'ai l'impression que lui il est en train de prendre un peu le même chemin. On a aussi donc Robert. Robert il est plutôt cool dans le film et le duo il marche plutôt bien d'ailleurs. Bon, je l'imagine toujours pas Robert en Bruce, hein, en Bruce Wayne, vous m'en voulez pas. Ça reste un acteur que j'apprécie. J'avais vraiment apprécié ce qu'il avait fait dans Lost City of Z, notre ami Robert. Et dans Tenet, Robert, quand il est à l'écran, il prend vraiment toute la place, hein. Il a vraiment une présence très forte. Le casting, il est parfait dans ce film, puisque j'arrive pas à imaginer d'autres acteurs que ceux qui y sont. Et à partir de là, on peut se dire que c'est déjà gagné. D'ailleurs, il y a un petit gars que j'aime bien, que j'ai vu que dans Yesterday, qui s'appelle Himesh Jitendra Patel, qui reprenait, je sais pas si vous vous souvenez, les chansons des Beatles, alors que tout le monde avait oublié que les Beatles existaient, et du coup il devient une superstar à la place des Beatles. Là il a un petit rôle sympa dans le film, il a pas un premier rôle, mais il a un rôle plutôt cool, ça m'a fait plaisir de le voir. Enfin bon, vous aurez compris que de ce côté, le film il marque déjà des points. On est plutôt loin des craintes que j'avais, j'ai tout entendu, comme quoi le film faisait mal au crâne, qu'il était difficile à comprendre, qu'il fallait le voir au moins 2 fois, etc. etc. Et perso, je suis rentré dans le film plutôt facilement, je me suis jamais perdu dedans. Alors peut-être que j'étais dans de bonnes conditions pour le voir, hein. J'étais pas fatigué, il y avait une salle qui était plutôt calme, j'étais concentré, mais je me suis pas forcé à me concentrer. En fait, je pense que j'étais prêt à recevoir ce film, peut-être que c'était pas le cas pour d'autres. Aussi, faut dire que j'avais fait exprès de pas regarder la bande-annonce pour avoir un peu la surprise. Et après, bon, on va être franc quand même, hein, même si l'idée est super originale, c'est pas du niveau d'Inception, hein. Ne serait-ce que dans la claque visuelle qu'avait apporté Inception, c'est pas aussi poussé. Mais l'idée d'un monde qui s'inverse, un peu comme un miroir qui reflète le temps finalement, c'est plutôt bien maîtrisé, c'est agréable à regarder. Bon, après le souci, c'est que comme à son habitude, Nolan il explique trop de choses, et ça enlève un peu de saveur finalement, ça rallonge le film, alors qu'on aurait pu ne pas se focaliser sur comment, et pas perdre le spectateur, parce que je pense qu'il perd le spectateur en expliquant trop de choses, ce qui fait qu'on a l'impression que le film est compliqué, mais en vrai, il l'est pas tant que ça. Bon, je vais quand même vous faire un petit résumé du film, hein. En gros, c'est un jeune espion international, que beaucoup compare à James Bond d'ailleurs, à juste titre, c'est vrai qu'on peut y trouver des similitudes, et ce jeune homme il se voit confronté à une nouvelle menace, à savoir des objets qui sont inversés dans le temps. Je vais vous donner un exemple, une balle qui sort pas du chargeur, elle sort de l'impact qu'il y a dans le mur, pour revenir dans le chargeur. Et donc il y a des reliques d'une guerre qui va se passer, mais les reliques on les retrouve à notre époque, puisque ces objets vont à l'inverse de notre ligne du temps. Au-delà des objets, il apprend rapidement que tout peut être inversé et que le futur, je mets des guillemets encore dans futur, communique avec le présent via des dispositifs plutôt simples finalement, puisqu'ils utilisent des SMS ou des emails qui peuvent rester sur des serveurs. Par exemple, si on est dans le présent, on envoie un SMS, le futur ils peuvent le lire et faire en sorte de modifier ou d'envoyer des objets dans le passé. Évidemment, il y a un méchant qui est très très puissant, qui veut utiliser ce processus pour tous nous tuer, parce que sinon c'est pas drôle. Comme beaucoup de méchants, il a un ego qui est surdimensionné, et il cherche donc l'algorithme qui lui permettra de développer sa propre machine à inversion totale. Parce que là, on peut inverser des petites choses, lui, il veut tout inverser. Donc bon, les méchants, les gentils, tout le monde utilise des machines pour inverser les objets, mais aussi pour inverser des hommes, hein. On peut nous inverser, on peut s'inverser, quoi, en gros. Tout le monde se fait un peu cette guéguerre pour retrouver l'algorithme qui est dispersé en 9 morceaux, alors non pas dans l'espace, mais du coup également dans le temps. Donc la première moitié du film, ça se déroule dans le sens classique du temps, et la deuxième moitié à l'inverse. En gros, pour résumer. Bon, si vous êtes assez bien éveillé pendant la séance, et surtout attentif, vous allez comprendre le film dès la première demi-heure. Vous allez comprendre aussi que le déroulement ne peut pas se passer autrement que comme ça se passe. Donc j'en dis pas plus parce que sinon c'est un spoil. Je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup trop. Mais en allant le voir, allez-y détente, hein.
franchement, vous mettez pas en tête que c'est compliqué. Profitez juste de l'action, le reste ça va suivre vraiment tout seul et vous aurez passé un bon moment finalement. Les scènes d'action en plus elles sont hyper lisibles et ça fait du bien de pas avoir la caméra qui va dans tous les sens. Les effets spéciaux sont assez dingues en plus, ultra réalistes. D'ailleurs, il y a une scène avec un avion, c'est un vrai avion qu'il a acheté, qu'il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de CGI. Du coup, il y a une immersion qui est assez dingue grâce à ça. C'est du vrai, il utilise très peu le fond vert. Niveau visuel, Oitevan Oitema. Et je vous interdis de vous moquer de ma prononciation des noms, je n'y arrive pas, tant pis, merci. Oitevan, donc, qui avait déjà travaillé avec Nolan avant, il avait travaillé sur Dunkerque et sur Interstellar. Bah là, il fait un travail esthétique vraiment irréprochable. C'est propre, c'est carré, les images sont vraiment belles. Il avait fait des merveilles sur le film de Spike Jonze, Her, avec Joaquin Phoenix d'ailleurs. Et j'aimerais bien en parler avec vous de ce film parce qu'il est vraiment génial. Peut-être un jour dans une autre émission. On a fait un bon tour de Tenet. Franchement, vous prenez pas la tête, allez-y tranquille. Je l'ai pas trouvé si compliqué. J'ai passé un bon moment. Bon, 2h30, c'est quand même long. Bon, je vais quand même donner ma note. C'est une bonne émission, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, vous vous doutez quand même que Tenet, il va pas avoir une note toute pourrie. Je vais lui mettre un bon 4 sur 5. Alors, je vais pas lui mettre un 5 parce que Nolan en dit trop, je vous l'ai déjà dit. Et 2h30, c'est quand même un peu rebutant. Il aurait pu faire 2 heures, ça aurait largement suffi. Ça n'empêche pas que j'ai passé un super moment. Tout regrouper et faire que tout ce film ait un sens, ça doit pas être facile, mais ça marche plutôt bien. Et on est embarqué dans cette histoire. J'ai pris du plaisir, j'espère que vous en prendrez. Vous aussi, mais par contre, ça va pas sauver le cinéma, les potes. Hein. Ça c'est sûr, c'est pas parce qu'il a 4 sur 5 que ça va sauver le cinéma. Il est pas révolutionnaire, c'est un très bon film, même si l'idée est super originale, c'est pas au niveau d'Inception. Et ben on en a fini avec le tu sors ou je te sors, et on va passer tout de suite à la prochaine rubrique, la boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et pour ceux qui nous rejoignent, la boîte de chocolat, ce sont les prochaines sorties, celles que j'attends en comics, en manga et en ciné. On va commencer tout de suite avec les comics. Et mon chouchou, vous l'aurez compris si vous avez écouté les précédentes émissions, que je parle évidemment de mon petit batou. Batman The Curse of the White Knight de Sean Murphy, dessiné par Sean Murphy, celui qui fait Punk Rock Jesus. Ça sort le 2 octobre. Il y a une version en noir et blanc et une version couleur. J'aime bien les deux. J'aime bien la version couleur, j'aime bien la version noir et blanc. Les versions noir et blanc, c'est un côté un peu plus brut, on voit vraiment le travail du dessinateur. La version couleur, c'est quand même sympa aussi d'avoir un monde coloré comme le nôtre. Je comprends ceux qui aiment pas la version noir et blanc, je comprends ceux qui aiment pas les versions couleur. Moi j'aime les deux, comme ça me facilite la vie, mais par contre ça va pas me faciliter le choix de celui que je vais acheter. La date de base, elle devait correspondre, donc le 2 octobre, au Comic-Con de Paris. Bon, ça a été annulé cette année, vous vous doutez pourquoi, hein. Super pandémie, merci. Et donc le synopsis de cette histoire, donc là on est après Batman White Knight. Je vous rappelle que normalement c'est Dark Knight, le chevalier noir, en français chevalier sombre, enfin, le chevalier noir, on appelle le chevalier noir nous. Bah là c'est le chevalier blanc, hein. Waouh, ouais, bilingue. Et donc là, le Joker, il est en prison. Il a bien pourri la répute de notre ami Batou. Hein, sa répute, elle en a pris un bon coup dans l'aile. Et Alfred a disparu. Et Bruce retrouve un journal, le journal d'un de ses ancêtres, qui date de 1685, qui avait pour ennemi un certain Lafayette Arkham. Et les ossements de ce dernier, ils sont retrouvés, étrangement, dans la cellule de Jack Napier, alias le Joker. La suite de White Knight, donc, qui nous parle du passé de la famille Wayne, et ça m'étonnerait pas que Murphy fasse encore une histoire à sa sauce, hein, et j'ai hâte de voir un peu son Azrael. Toujours en comics, on a Bone Parish, le tome 2, chez Delcourt qui sort, de Cullen Bunn, qui avait travaillé pas mal pour Marvel. Il avait fait un Deadpool qui était super cool, qui s'appelait Deadpool Massacre Marvel, qui était sorti dans la collection Marvel Dark de chez Panini Comics. Cullen, il s'est fait remercier l'année dernière de chez Marvel, mais bon, du coup, il retombe plutôt bien sur ses pattes. Hein. Et Jonas Scharf, qui est un dessinateur allemand, donc, qui opère ici au dessin. Ça sort le 7 octobre. Le premier tome était paru en février 2020. Donc l'histoire, elle est bien sombre comme j'aime. C'est bien dégueu. Les protagonistes font de la drogue avec... On attend que les gens dans la rue finissent de parler, ça met un petit suspense. Avec des cadavres, mesdames, messieurs. Et ouais, les habitants de la Nouvelle-Orléans, ils se défoncent avec des morts. Et la cendre, c'est méga à la mode, puisqu'elle permet à ceux qui en prennent de planer tellement loin qu'ils vivent carrément autre chose. Un concert, hein, par exemple, dans les premières pages du tome 1, qui est un mec qui est à moitié à poil, qui déambule dans la rue et qui est persuadé d'être un concert. Donc vous aurez bien évidemment compris, c'est pas un spoil, hein, que vous revivez une phase de la vie de la personne que vous venez de sniffer. Donc c'est une drogue qui marche, et une drogue qui marche, ça attire.
et ça tire pas que des gens sympas, et par exemple, la mafia. Mais la famille qui est à la tête de ce business, elle veut pas livrer ses secrets, et de là commence l'histoire. Aux couleurs, on a Alex Guimaraes, on a Alex qui apporte quelque chose de plombant. C'est vraiment plombant, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et j'ai hâte de voir la suite de ce récit horrifique, parce que c'est clairement un récit horrifique, en savoir un peu plus sur cette affaire de famille bien crado. Comment ils vont affronter ces mafieux. J'ai hâte de lire Bone Parish, tome 2. En manga, bon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, moi, en manga, là. Je vous ai déjà parlé du Kutanabe qui va sortir en septembre. Il y a Guess What qui sort le 17, donc l'émission sera déjà sortie à ce moment-là. Je vais pas en parler. Mais par contre, il y a quand même une chose. Il y a le fameux shonen de Kazé qui sort le 7 octobre. Je parle bien évidemment du tome 16 de Promise Neverland, hein, bien évidemment. Et en plus, là, c'est une édition spéciale. C'est un coffret qui comprend le tome 16 et le spin-off gag manga Promise Neverland, qui est en fait une parodie de la série originale. Et on trouvera aussi quelques goodies dans ce coffret. Si vous avez écouté le premier épisode de Supplément Geek, vous avez déjà entendu parler de ce manga. Sinon, allez vite écouter le premier épisode, hein, il est toujours dispo. Je suis hyper pressé de lire la suite, surtout que le tome 15 finissait sur un retour à l'aventure et à la découverte d'un nouvel endroit. Un endroit qu'on ne connaissait pas avant. Donc pour ceux qui attendent la saison 2 de l'animé, par contre, elle devait sortir en octobre. Mauvaise nouvelle, c'est repoussé à janvier 2021. Je vous le donne en mille. À cause de Super Covid. Et ouais, encore lui, il frappe, hein. Il frappe fort, hein, Covid. Donc du coup, tout est repoussé. 2020, on va essayer d'oublier cette année, on va passer en 2021 direct, je pense. 2019, 2021. 2020, c'est plus dans les calendriers. Enfin, en tout cas, moi, je l'efface. Et il y a aussi un film en live action qui va sortir au Japon le 18 décembre. Mais bon, ça, franchement, moi, j'en attends pas grand-chose. C'est rarement réussi, donc voilà. J'attends vraiment beaucoup plus le tome 16, sachant que la série, d'ailleurs, elle est finie hein, au Japon, ça y est. Il y aura 20 épisodes en France. Là, on arrive au 16. C'est bientôt la fin, on se rapproche là. Hein. J'ai pas envie de les quitter ces petits personnages là, je les aimais vraiment bien. Promise Neverland, c'est super cool et pas du tout enfantin comme les couvertures pourraient le laisser paraître. Au cinéma, qu'est-ce qu'on a au cinéma dans les prochaines sorties? On a Billy. Donc Billy, c'est un documentaire de James Erskine. Alors, je sais pas le prononcer, encore une fois. Bon, vous avez le droit à vous moquer. Je vous permets. Je connais absolument pas James Erskine, mais comme j'aime bien Bill Holiday, j'irai voir et ça sort le 30 septembre. Donc ça va être intéressant de voir un documentaire sur cette icône du jazz, anti-racisme, hein, anti-raciste. Si je peux vous conseiller, écoutez Strange Fruit, qui est une chanson magnifique de Billie Holiday, mais qui parle d'un sujet horrible. Je vous laisse découvrir les paroles, ça ne reste pas moins un chef-d'œuvre. Voilà, sachant que à la base, il y avait une biographie qui avait été commencée par Linda Lipsnack-Kuell, qui avait réussi à avoir des témoignages de dingue. Elle avait réussi par exemple à avoir des témoignages d'agents du FBI quand même, hein, donc c'est pas rien. Moi ça m'intéresse de voir un petit peu, d'en connaître un petit peu plus sur la vie de Billie Holiday et tout ce qui s'est passé, parce qu'elle s'est fait quand même pas mal d'ennemis, vu qu'elle avait un combat qui à l'époque était pas facile à mener, hein, dans les années 30-40. Je vous rappelle que le racisme, c'était quand même pas la même chose qu'aujourd'hui, même si hélas, c'est toujours d'actualité. Toujours en ciné, on a Ailleurs, qui est un film de Gins Zilbalodis. Je pense que je fais exprès de choisir des noms imprononçables pour que vous foutiez de ma gueule. Donc je vais recommencer. Gins Zilbalodis, c'est letton comme film, hein, ça vient de Lettonie. C'est un film d'animation qui sort le 23 septembre. En tout cas, ce film, ça a l'air d'être une vraie invitation au voyage, puisque le héros, après s'être réveillé suspendu à un arbre, après un crash d'avion, il va trouver une grotte dans laquelle il va se réfugier, où il va, à l'intérieur, trouver un petit oiseau, une moto et une carte, et il va tout faire pour aller de l'autre côté de l'île, histoire de retrouver une vie civilisée, la civilisation, tout en fuyant une espèce de gros monstre à forme humanoïde. En tout cas, dans la bande-annonce, on voit des paysages splendides. Ce simple côté merveilleux, finalement, ça me donne envie d'aller le voir. J'ai pas besoin de plus de choses que ça, histoire de m'évader un petit peu, quoi. L'animation, elle a l'air moyennement fluide, et le grain, ça a l'air à la fois très lisse et en même temps très carré, parfois un peu vide. Mais les espaces immenses qu'on y voit et la nature sous plusieurs aspects ont l'air d'être ultra réussis et ça me donne envie. Donc voilà, un premier film qui me donne envie de Gins Zilbalodis. Surtout si, comme moi, vous êtes dans une grande ville, peut-être que ça va vous faire du bien d'avoir l'impression de respirer l'air de la nature. Moi, je suis quand même plutôt adepte des films d'animation. Bon, normalement, c'est vrai que j'aime un petit peu plus tout ce qui va être japonisant. Là, je pense quand même que, c'est écrit d'ailleurs dans la bande-annonce, il y a une inspiration de Ghibli et de Miyazaki. Je la ressens aussi, on va aller voir ça, et si ça se trouve, on va passer un très bon moment au cinéma devant
ailleurs. Et voilà pour la boîte de chocolat. On passe à la prochaine rubrique, le partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Et dans le partage cette semaine, la reco. Si vous avez Instagram, je vous suggère d'aller jeter un œil à la page de The Truman Burbank. C'est un saltimbanque cocasse du skateboard, je sais qu'il va adorer quand je vais dire le mot cocasse. Et il fait des petits sketchs bien marrants. Et c'est toujours cool de voir quelle nouveauté il va nous sortir, hein, Pépère. Bon, c'est un ami à moi, c'est vrai. Mais ça n'enlève rien à son talent. Ça met de bonne humeur de voir un zozo qui fait le pitre pour nous divertir, tout en faisant très bien de la planche à roulettes. Oui, parce que c'est un skateboarder, un skater. C'est un pote de Tony Hawks. En plus, il y a une petite section meilleur vendeur dans les stories à la une. Je vous laisse aller le découvrir. C'est à mourir de rire. Franchement, c'est vraiment très drôle. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un petit truc de Truman Burbank. D'ailleurs, Truman, si t'écoutes, je pense m'exprimer au nom de toute la communauté skateboardistique et humoristique de la planète. Nous exigeons le retour dans les plus brefs délais du meilleur vendeur. On attend depuis beaucoup trop longtemps. Et je pense que comme moi, il y a énormément de gens qui ne dorment plus la nuit. Donc merci de le refaire venir dans nos petites vies pour égayer nos journées, monsieur. Merci bien, Truman. Bon voilà les potes, on arrive à la fin de cet épisode de Supplément Geek. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Stitcher et bien d'autres. Sur la page de Ocha également. C'est maintenant aussi disponible sur YouTube. Donc si vous voulez regarder sur YouTube, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous êtes sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait toujours un gros plaisir. Sur Twitter, à Geek Supplément. Oui, c'est à l'envers, Geek Supplément. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ou sinon sur Instagram, supplément.geek. Les copains, je vous fais de gros bisous. Mes petits geeks, mes petites geekettes, je vous dis à dans 2 semaines. Et j'ai hâte de vous retrouver pour le 4e épisode. Gros bisous. Hasta la vista, baby.